Avant la chute, l'humanité s'étendait aux 4 coins du monde. Nos ancêtres bâtirent de grandes cités et partirent à la conquête de terres nouvelles. Le progrès devint le moteur du changement. Dans les flammes de la chute et des guerres kaiju, beaucoup de choses furent perdues. La mort de l'ancien monde conditionna l'émergence du nouveau. La thaumaturgie est une réalité. Les paramenaces également. Au milieu des humains se cachent de vils paranthropes, des mutants que beaucoup considèrent comme une terrible menace. Nous vivons à une époque de fer et de vapeur, une époque de lames et de langues acérées où une réplique cinglante peut être aussi mortelle que la pointe d'une baïonnette. En l'empire de Francie, les hommes et les femmes de la Légion étrange luttent chaque jour pour préserver leurs concitoyens des dangers de la normalité. Voici une de leurs histoires. Épisode 4. Du Rififi à Visby. Le dirigeable La Gauloise commençait son approche finale vers l'aérodrome de Visby. Visby, la cité des rêves, l'une des plus grandes cités du monde connues et le symbole de la puissance de la Ligue du Calmar. Fondée par et pour le Grand Capital. Une métropole moderne, ultra-technologique selon les standards de l'année 124 APC et débarrassée de la criminalité, de la pauvreté, de la corruption. En théorie, bien entendu. Visby avait tout pour plaire. Des gratte-ciels monumentaux, des méga-corporations aux villas luxueuses des stars de renommée mondiale, en passant par les quartiers d'affaires où une terrible guerre commerciale faisait rage chaque jour dans la marqueterie des cabinets d'avocats. Accoudée fermement au bar de l'aéronef, Aurore, drapée dans une hermine blanche, jouait à merveille son rôle de baronne décadente. Elle fit glisser un nouveau verre de mojito sur le comptoir devant elle. Son regard azur était tourné vers la baie vitrée d'un air absent. Son humeur avait été massacrante pendant le trajet. Étienne n'avait pas été un compagnon très bavard non plus. Acceptant bon gré malgré que l'ambiance serait atroce, le vétéran avait tactiquement choisi d'ignorer les états d'humeur d'Aurore. Elle semblait davantage triste qu'en colère. Il l'avait laissée ruminer jusqu'à ce qu'elle se décide d'elle-même à briser la glace. Une stratégie pas vraiment concluante. En sus de l'ambiance, Étienne sentait mal cette mission. Il n'aimait pas patauger en milieu inconnu avec une paranthrope, quoiqu'il ne l'avait jamais fait avant pour être honnête, et surveillait à chaque instant que personne ne les guettait, craignant que leur couverture ne fût déjà éventée. Il avait même hésité à dissuader sa hiérarchie d'emmener Aurore, mais vu leur récente discussion, il avait craint que, si elle l'apprenait, elle ne s'en vexe de manière irréversible. C'était donc un Étienne maussade, sur les nerfs et sur ses gardes, qui arriva en vue de Visby. Il n'avait pas la moindre idée de par où il allait commencer, et il n'avait pas non plus envie de le demander. Mesdames et messieurs, notre dirigeable est en approche finale de Visby. Nous invitons nos aimables passagers à se rendre aux baies d'observation pour admirer le paysage. Aurore renifla et s'éloigna de la baie vitrée en voyant les passagers s'y agglutiner. À en juger par son maquillage fatigué, elle avait visiblement pleuré il y a peu. Elle buta dans Étienne sur le trajet. « Oh, pousse-toi, du con !»« Oh, c'est toi. » Elle se frotta le visage à nouveau. « J'ai la gerbe. Et avant que tu ne fasses un commentaire, ça n'a rien à voir avec ces mojitos. Enfin, si, c'est carrément à cause de ça. La prochaine fois, on demande à prendre un bateau. » Un peu embarrassé en voyant la tristesse manifeste d'Aurore, Étienne jugera toutefois préférable de ne pas la souligner. Ouais, on s'arrangera pour le retour. Bon, je suppose que pour commencer, on peut déjà essayer de trouver un hôtel. Elle essuya son mascara avec un mouchoir monogrammé avant de se moucher dedans. J'ai déjà réservé une suite au Grand Bellagio avec vue sur le conseil de la Ligue. Ce soir, on dîne en ville avec notre contact. Tu as un smoking, j'espère ? Non, mais ça se trouve. Elle esquissa tout d'un coup un sourire particulièrement cruel. Ça veut dire qu'il va falloir faire les magasins avec moi. Étienne expirera le souffle du condamné sentant le couperet de la guillotine s'abattre sur sa nuque. Mais bon, il lui devait bien ça. Misère, c'est vrai, je regrette déjà. Bon, je prends juste une tenue de soirée et c'est tout, hein. Oh non, 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 mon grand. Je vais te faire souffrir comme tu n'as jamais souffert. Un purgatoire qui va te faire regretter tes pires souvenirs.
Elle l'observa un instant, le détaillant de la tête aux pieds. Et on va passer chez le coiffeur aussi. Tu ressembles à un balai-brosse en train de passer en revue un bataillon de grenadiers. Étienne passera sa main sur son visage en prévision d'une longue, très longue agonie. En revanche, il entendait tout de même ne pas livrer sa dépouille sans combattre. Ou du moins, négocier. Quelques fringues alors, mais pas le coiffeur, hein, faut pas exagérer. Après d'âpres négociations qui feraient passer une résolution de la Ligue pour une partie de pétanque entre amis, un accord fut finalement trouvé. 3 heures plus tard, Étienne se retrouvait assis sur un pouf en cuir matelassé, entouré de sacs remplis de vêtements, en grande partie destinés à Aurore. Cette dernière enfilait une énième robe dans une boutique où les prix feraient pâlir un constructeur de méca. Et celle-là, tu ne trouves pas qu'elle me boudine ? Étienne faisait des efforts désespérés pour ne pas regarder le plafond en bâillant. Interminable eût été un doux euphémisme pour décrire ces dernières heures. Il avait commencé par sincèrement donner son avis sur les innombrables achats d'Aurore avant de finalement comprendre qu'elle allait acheter l'intégralité de 5 magasins et que la moindre discussion prolongeait le processus de manière effrayante. Il avait fini par adopter une tactique simple, toujours être d'accord avec elle et faire des compliments dans l'idée d'y passer le moins de temps possible. Oh non, pas du tout, tu es très jolie là-dedans. Tu trouves ? Bon, d'accord, je la prends. Mais c'est bien pour te faire plaisir. Elle regarda derrière Étienne avant de pousser un soupir de soulagement. C'est bon, ils nous ont enfin lâché la grappe. Elle revient sur la robe d'un air méprisant. Tu es très jolie dedans. Non, mais je te jure. Et tu es encore mariée, toi ? Je ressemble à une meringue avec cette vertu gadin. Les rubans ne sont même pas assortis. Se grattant le menton d'un air perplexe, le vétéran regardera discrètement derrière lui. Qui nous a lâché la grappe ? Les 2 agents de la Ligue qui nous filaient depuis notre arrivée. Tu ne vas pas me dire que tu ne les avais pas vus ? Pire, tu penses vraiment que je joue la potiche depuis 3 heures par pur plaisir sadique ? J'ai mes limites aussi, Étienne. C'est ça, ouais, sans le moindre doute. Ta joie est trop sincère pour être simulée. Se redressant avec une certaine inquiétude, Étienne avisera les alentours. Pourquoi 2 agents de la Ligue les fileraient, eux, spécifiquement ? Avait-il des soupçons sur Aurore ? Et comment tu sais que c'était des agents ? À quoi est-ce qu'ils ressemblaient ? À 2 cons standardisés qui font tout pour paraître parfaitement normaux. J'ai déjà eu affaire au bureau central de coordination des renseignements par le passé. Les costards ont toujours les mêmes méthodes. Soit ils se sont mis en tête de filer au hasard les touristes, soit on a déjà un problème. S'ils savaient tout, ils seraient pas contentés de nous filer. À moins qu'ils veulent savoir ce qu'on fait là avant de passer à l'action. Mais comment est-ce qu'ils auraient pu être au courant ? Merde, on vient à peine d'arriver. Aurore s'admira dans la glace, testant un chapeau à la mode. Du calme, mon petit chou à la crème. C'est la procédure habituelle. C'est notre première fois à Visby et nous n'avons pas de passeport diplomatique, pas d'accréditation d'ambassade, aucun historique corpo et nous avons réservé à la dernière minute. Ça a alerté leur département des statistiques. Comment tu sais ça, toi ? C'est la première fois que tu viens ? La paranthrope pencha la tête sur le côté, pinçant ses lèvres. Certes, mais je suis bien plus vieille et j'ai plus d'expérience que toi et j'ai peut-être bossé plus ou moins pour eux. Il y a quoi, 20 ans ? Étienne arquera un sourcil interloqué. Pardon ? Mais je croyais que ton intégration dans la Légion étrange, c'était la première fois que tu travaillais en Europe. Et depuis quand le calmar engage des paranthropes dans ses services secrets ? Et il y a 20 ans, l'Amérique était encore coupée du monde, comment t'as pu t'installer là-bas si tu bossais pour le calmar ? Et du coup, c'est pas la première fois que tu viens ici, en fait. Aurore esquissa un sourire. Il y a beaucoup de choses que tu ignores sur moi, Étienne. Elle fit un geste ample du poignet en essayant des bracelets hors de prix. Long story short, oui, c'est ma première fois à Visby et en Europe. Non, ils ne savaient pas que j'étais une paranthrope. Et oui, les communications transcontinentales étaient rompues, mais cela n'a pas empêché les agents de la Ligue qui étaient là avant de rester actifs. J'ai aidé à lutter contre le cercle évangélique du Dixieland et j'ai même éliminé moi-même quelques Texas Rangers. Le vétéran lèvera un index circonspect. Comment ça, les agents de la Ligue qui étaient là avant ? Tu veux dire qu'il y a des agents de la Ligue qui étaient déjà en Amérique ? Que le contact s'est rompu et qu'ils ont continué leur routine comme si rien n'était, comme ça ? Et à partir de cette expérience qui a 20 ans, t'arrives à déduire que leur service secret file tous les gens qui viennent pour la première fois ?
Est-ce que, par hasard, t'aurais pas plutôt lu dans leurs pensées une fois que t'as vu que ces deux types nous filaient? La paranthrope leva les yeux au ciel. Ah oui, j'arrive à le déduire, parce que je suis plus intelligente que toi, ma pensée est complexe, subtile, acérée, et arrive à percevoir des choses que tes petits sens d'humain n'arrivent pas à appréhender. Bon, j'ai peut-être aussi un peu lu dans leurs pensées de surface pour confirmer qu'ils ne venaient pas faire du shopping. Mais ça n'a rien à voir. Étienne croisa les bras, peu convaincu. Oh, ça va, fais pas cette tête, on dirait que t'attends un biscuit. Ce que j'ai dit plus tôt est cependant vrai. Évidemment qu'ils ont continué à faire leur travail. Quand une tempête d'aspect bloque l'accès à un continent, personne ne peut prédire si cela va durer 2 semaines ou 10 ans. Une autre question, monsieur le détective? Pendant 20 ans, quand même. J'espère que ces types auront une promotion quand le contact s'est rétabli. Eh non, plus de questions, madame la baronne. Je vais quand même vérifier qu'ils soient bien partis, on sait jamais. Je te laisse terminer tout ça, hein. Sans attendre de réponse, Étienne saisit l'instant pour se lever et s'éclipser hors du magasin, trop heureux d'avoir un prétexte pour mettre un terme à l'ordalie. Inspectant la rue passante, les agents n'étaient plus en visuel. Ils avaient clairement eu mieux à faire. À l'hôtel, la suite réservée par Aurore les accueillit avec une bouteille de champagne et un mot laissé par le comte de Villemandy, les invitant à un cocktail. La paranthrope vérifia par réflexe la présence de micros dans la chambre avant de s'étaler sur le lit double à baldaquin à leur disposition. Eh bah, quelle mission! J'en ai mal aux pieds. Avisant la bouteille d'une petite moue appréciatrice, Étienne bougonna rapidement en découvrant le millésime de cette dernière. Eh ben, si on m'offrait du champagne à toutes mes missions, je me serais engagé plus tôt. Du shopping, un cocktail, un dîner, finalement, t'avais peut-être raison. Ça s'annonce pas si mal que ça. Y a plus qu'à espérer que notre Michel soit en voyage aux Canaries maintenant. La paranthrope haussa un sourcil. Wow, too soon! Tu es conscient que les Canaries sont tombés sous le coup d'une invasion kaiju? Ah, alors sur une plage en Ifri, c'est bien aussi, hein. Elle jeta ses talons en travers de la pièce, défit son complexe chignon, se gratta le cuir chevelu pour délier ses cheveux avant de s'allonger sur le lit en bâillant. Ne te méprends pas. Cet endroit est confortable, mais aussi redoutable qu'un autre. Étienne fera la moue en voyant Aurore prendre ses aises. Son esprit militaire n'aimait pas vivre dans du bazar. Il imaginait volontiers à quoi ressemblerait la chambre d'Aurore si ce pauvre pamplemousse ne passait la ranger régulièrement. Redoutable, mais qu'est-ce qu'on risque? Se faire attaquer par un pingouin en costard? Déjà, un pingouin, ça peut être très vicieux. Elle poussa un grognement avant de mettre un deuxième coussin, visiblement celui dédié à Étienne, sous sa nuque. Le BCCR n'est pas vraiment le problème. Ça reste des fonctionnaires fainéants. Non. Ce qui m'inquiète le plus, c'est si on tombe nez à nez avec des corpos de Marshall, Carter & Dark. Ceux-là sont de vrais salopards. Du genre à te tuer et à me vendre aux enchères après. Ah, dira le Francien en feignant un sourcil intéressé. et où est-ce que je peux les trouver, tiens, juste par curiosité? C'est pas drôle, Étienne. J'ai déjà été vendu sur un marché, pour une somme ridicule en plus. Et c'était pas franchement un bon souvenir. On ne rigole pas avec MCD. Même moi, je rigole pas avec eux. Il lèvera les mains en signe d'excuse, peu désireux de provoquer une nouvelle esclandre. D'accord, pardon, je savais pas. Mais ça m'étonne pas que t'aies réussi à te libérer. Faut être complètement con pour espérer t'emprisonner. J'avais 6 ans et pas encore forcément super à l'aise avec mes pouvoirs. C'est vraiment arrivé à la puberté. Chaque thaumaturge est différent, tu sais. On n'est pas fourni avec une notice. Un silence s'installa. Aurore regarda le plafond, les bras croisés derrière la tête. Au fait, je peux te poser une question un peu personnelle? Ouais, pose toujours. Dira Étienne légèrement sur ses gardes. D'expérience, il savait que ce genre de questions n'annonçait que rarement des bonnes choses. Elle se redressa sur un coude, laissant sa cascade de cheveux lui envahir le visage. Elle chassa une mèche devant ses yeux d'un souffle. C'est quand la dernière fois que tu as dormi dans un lit pareil avec une autre personne que ta femme? Le Francien laissera sa langue couler contre l'intérieur de sa joue. Ça n'annonçait vraiment rien de bon. Et c'est avec des gants marchant sur des œufs qu'il répondit. Ah, oui, la vache, c'est personnel. Dans un lit comme ça, je sais plus vraiment, je dirais que ça devait être avec la copine que j'avais avant de me mettre avec ma femme, il y a peut-être, 10, 12 ans. Aurore ouvrit la bouche d'un air faussement choqué.
Étienne, tu as connu une autre femme avant ton épouse. Moi qui pensais que vous vous étiez rencontrés à une sorte de fête de village entre deux meules de foin. Tu lui as offert une botte de radis et elle est tombée sous le charme. Enfin, j'espère que tu ronfles pas trop la nuit. Le vétéran mettra quelques secondes à réaliser qu'ils allaient effectivement partager la même chambre, mais aussi partager le même lit. Partager la couche d'une paranthrope était une chose à laquelle il ne s'était pas forcément préparé. Et quand bien même il appréciait Aurore, il n'était pas sûr d'apprécier une telle proximité avec quelqu'un de son espèce. Évidemment, mieux ne valait rien dire là-dessus, sans quoi ce serait la prochaine guerre kaiju. Mais il allait quand même falloir trouver un échappatoire subtil. Ah, oui. Non, mais moi je veux dormir sur le canapé, hein, je trouvais autre chose. Je me sens pas très à l'aise à l'idée de dormir avec quelqu'un d'autre que ma femme. Tu veux que je prenne l'apparence de ta femme? Non, oublie, ce serait bizarre. Enfin, on est quand même à Visby, Étienne. Tu ne vas quand même pas dormir sur un sofa comme un malheureux. Elle testa de la main la fermeté du matelas. Regarde, il est à mémoire de forme. En même temps, tous les matelas ont la même forme, donc bon, c'est pas non plus incroyable. Mais t'en fais pas pour moi. Si je peux dormir sous une tente, je peux bien me contenter d'un canapé. La paranthrope se redressera avec un sourire mi-figue mi-raisin et attrapa la bouteille de champagne. Une coupette? Ou tu vas encore me sortir un « pas pendant le service, agent Dumas, crognagneux ». Tu me donnes vraiment l'impression d'être un vieux con parfois. Allez, va pour une coupette. Scrogneux. Aurore sourit avec franchise avant de remplir 2 verres et d'ouvrir le rideau pour donner une vue imprenable sur la cité des rêves et ses alentours. Tu es un vieux con, Étienne. Mais un vieux con honnête. C'est ce que j'apprécie chez toi. Elle fit teinter sa coupe sur la sienne avant de regarder le paysage. Tu ferais quoi si tu te réveillais paranthrope un matin? Le verre en main, Étienne avisera la vue à son tour en réfléchissant à la question. Il fallait dire qu'il ne se l'était jamais vraiment posée, celle-là. Eh dis donc, c'est culotté de dire que quelqu'un est un vieux con quand on a un âge à 3 chiffres. Ce que je ferais... j'imagine que je devrais quitter la Francie. Je me vois mal vivre avec ma femme avec la Légion étrange sur le dos. Enfin, tu me diras, ils pourraient continuer à nous faire bosser ensemble. Il esquissera un léger sourire à l'idée. Aurore posera sa casquette de cheveux noirs et blancs sur son épaule. Oh non, moi qui pensais avoir trouvé la combine pour me débarrasser de toi. Ouais, j'imagine que pour eux, avoir un duo de paranthropes en mission, ça changerait pas grand-chose. Faudrait juste un 3e pauvre type pour nous surveiller. On lui rendrait la vie impossible, hein, mais en même temps, il verrait qu'on est des êtres comme les autres et il finirait par s'entendre avec nous. Puis un jour, peut-être qu'on en aura marre de faire ça et puis on se taillera ailleurs. Mais pour faire quoi? J'aurais des pouvoirs aussi, non? Je sais pas trop ce que j'en ferais pour être honnête. C'est pas mon genre d'abuser des autres, je me suis engagé dans les forces spéciales pour servir mon pays, pas pour l'appât du gain ou le pouvoir, j'en sais rien. Alors je crois pas que je serais capable de faire du contrôle mental sur une autre personne, mais en même temps... Faire le justicier, ça serait un peu bizarre. Je vais pas sauver des mecs qui me méprisent, hein, t'as vu? L'alternative, c'est de me poser dans un coin peinard. Mais bon, voilà, c'est pas très excitant. Hein. Non, je crois que j'aurais meilleur compte de continuer à bosser avec toi. Finalement, pas beaucoup de différence avec ce que je fais maintenant, tu me diras. Elle ferma les yeux, prenant une grande inspiration. Te connaissant, tu serais capable d'être un paranthrope lambda et sans pouvoir thaumaturgique. Je te donnerai de l'argent, comme ça tu pourras mettre un costume en cuir et tu sortiras la nuit pour taper des pauvres. Comme Batman. Vous connaissez Batman en Europe? C'est une bande dessinée un peu obscure de chez nous. Ça n'a jamais vraiment percé en dehors des frontières. Étienne arquera un sourcil devant la proximité d'Aurore, mais la laissera faire. Il sentait qu'elle en avait étrangement besoin et se laissera aller à entourer sa taille de son bras. Tu veux parler de l'homme chauve-souris, Bruce Laven de Claremont City? Ils ont sorti une version traduite. Lambda et sans pouvoir, ça me va aussi. J'ai toujours été lambda et sans pouvoir, y a pas de raison qu'une paranthropisation change ça. Mais toi, qu'est-ce que tu ferais demain si tu te réveillais humaine? Aurore cligna des yeux plusieurs fois, visiblement surprise par la question. Ou par la proximité d'Étienne. Franchement, j'en sais rien. Je prendrais sûrement une cuite pour voir si c'est pareil. Et d'autres choses, j'imagine. Enfin, je te fais pas forcément un dessin. Elle prendra la main d'Étienne dans la sienne pour pivoter dessus, s'extirpant d'un pas de danse avant de le lâcher. Allez, Bruce Laven. Il est l'heure d'enfiler ton smoking pendant que je me fais belle. Ce soir, il faut qu'on ait l'air riche, snob et parfaitement blasé. Ouais,
Humain, paranthrope, je sais pas pourquoi on en fait toute une caisse, qu'on soit l'un ou l'autre, toi et moi faisons exactement la même chose que maintenant. Bon, bah, j'ai le temps de me préparer si tu réessais toute ta garde-robe. Évite de mettre trop longtemps par contre, hein. Elle avait déjà disparu dans la salle de bain avec plusieurs paquets. Se doutant que des heures allaient s'écouler, Étienne en profitera pour aller se changer et se préparer de son côté. Sans être particulièrement coquet ou taillé pour jouer le rôle d'un oligarque, il fit un effort pour bien s'apprêter dans son costume, poussant même le vice à se rajouter timidement du parfum dont il supposait que les riches s'aspergeaient par flacons. Quand Aurore émergea, une bonne demi-heure plus tard, elle était l'illustration parfaite d'une aristocrate en goguette. Un corset tellement ouvragé qu'il tenait presque de l'armure médiévale, robe et jupon qui laissaient entrevoir une jartelle et une coiffure savagement relevée tenant avec une épingle en ivoire. Un maquillage léger qui mettait ses yeux bleus en valeur. Étienne avisera la paranthrope avec un léger sourire amusé. Il se doutait que ce genre de rôle de nobliote décadente était un petit plaisir secret pour Aurore, et d'ailleurs, c'était un rôle avec d'énormes guillemets. Elle n'était toutefois pas dénuée de charme, de manière assez dérangeante. S'il ne l'avait pas connue, ça aurait pu être une silhouette qu'il aurait pu regarder. Et même en la connaissant, eh bien, elle était belle, vraiment belle. Le vétéran se racla la gorge, n'aimant pas trop où ses pensées l'emmenaient. C'était plus rapide que ce à quoi j'aurais pensé. Bon, petit détail technique. Toi, tu es une bourge, hein, d'accord, mais moi je suis quoi? Aurore le regarda comme si Étienne était le dernier des idiots. Mais enfin, Étienne, tu es mon amant. Pourquoi une décadente baronne francienne viendrait à Visby si ce n'est pour dépenser le PIB du Saskatchewan en chaussures et pour s'envoyer en l'air avec son garde du corps musclé à l'abri des ragots? Si on avait pris 2 chambres ou des lits séparés, autant mettre un panneau « Espion en mission » sur la porte. Tu es là pour me protéger, porter mes sacs, m'ouvrir les portes et satisfaire tous mes désirs. Elle regarda l'agent avec un sourire taquin. Pour de faux, Étienne. On fait ça pour la Francie, n'oublie pas. La patrie, le drapeau, tout ça, tout ça. Ouais, mais moi je suis pas un agent secret à la base, hein. Initialement, ma formation tourne autour de tirer sur des trucs, et de tirer sur des trucs, hein. Pas de faire la commedia dell'arte, mais bon. Tu me diras, je sais pas pourquoi, j'ai du pif pour ça, je crois que j'ai un talent naturel pour incarner un type saoulé par une nana trop excentrique pour son propre bien. Dans tous les meilleurs rôles, il faut mettre un peu de soi, amore mio. Aurore piétina légèrement sur ses talons avant de souffler. Je le sens, c'est en train de monter. Voilà que je suis stressée. Bon, prêt? Attends, t'es stressé? On va juste dîner, hein. C'est mon secret, Étienne. Je suis toujours stressée. Étienne songera brusquement que, en réalité, les dîners publics devaient être assez rares pour Aurore. En dehors de leur mission, elle était assignée à résidence dans son manoir. Il s'imagina brièvement la situation inverse, lui dînant au milieu de paranthropes en étant déguisé en paranthrope. Il y avait peut-être de quoi stresser. Il prendra alors un ton plus rassurant. Mais non, ça va bien passer. Je suis sûr que tu vas adorer. Quelque temps plus tard, dans un restaurant très cher de Visby. « À votre santé, baronne !» Le comte Augustin de Villemandie avait tout du francien de magazine. Le menton carré, le cheveu légèrement bouclé, les yeux pétillants, un subtil mélange de latin et de germain. Il descendit sa coupe avec un sourire charmeur auquel Aurore répondit par un rire feutré de circonstance. Autour d'eux, une vingtaine de tables rondes où des gens très bien habillés et très pédants étaient là pour faire semblant de manger des portions minuscules et se montrer. Après les politesses d'usage, le comte dit, à voix basse, « J'ai cru comprendre que vous avez un intérêt pour les pierres précieuses ?» Réprimant un bâillement, Étienne écoutera la discussion avec la même attention que depuis le début de la soirée, à savoir aucune. Il s'était vite rendu compte que les mondanités n'étaient pas pour lui, et que ce milieu l'ennuyait profondément. Il en était même à se demander si cet Augustin n'avait pas été éloigné du pays sciemment. Après tout, il était courant et de notoriété que les personnalités les plus problématiques se voyaient gentiment proposer l'occasion de faire du tourisme de manière plus ou moins prolongée. Il se sera donc contenté de banalités, trop heureux de s'effacer pour laisser Aurore briller dans son rôle. Au moins, la nourriture était bonne. Cela dit, il sera toutefois resté attentif à son environnement. Déjà parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire et qu'il était censé être un garde du corps. Et surtout, car il voulait s'assurer que personne ne les filait depuis leur séance de shopping de l'après-midi.
Étienne perdit le fil de la conversation entre Aurore et Augustin jusqu'à ce que ce dernier ne fasse passer une carte à cette dernière qu'elle fit ensuite glisser sous la table dans la poche d'Étienne, non sans lui caresser la cuisse au passage. Le vétéran avala sa salive, restant dans son rôle. Il avait face à lui 50 nuances de gens riches plus ou moins excentriques. Une table attira cependant son attention. Une femme, brune, dans la quarantaine, avec ce je ne sais quoi de perturbant qu'il a pu déjà ressentir face à des thaumaturges. Elle portait les cheveux courts, coiffés avec une mèche sur le côté. Sa ligne de mâchoire ciselée lui donnait un côté androgyne. À la différence des autres femmes pavoisées à la dernière mode, elle portait un costume très masculin. Son regard émeraude croisa celui d'Étienne avant de se ficher sur Aurore. Cette dernière tressaillit, comme prise d'un frisson. Suivant l'échange de regards, Étienne marquera un temps d'arrêt. Évidemment, on n'était pas en Francie ici. Les thaumaturges pouvaient aller et venir, et celle-là avait l'air d'être en train de comprendre. Il fallait attirer son attention ailleurs, et vite. Improvisant, le vétéran saisit une coupe de champagne et s'excusera rapidement pour faire mine de se diriger vers les sanitaires. Passant à proximité de la thaumaturge, il trébucha et lui renversa le contenu de son verre dessus. Oh, sacrebleu, je suis vraiment désolé, madame, quel maladroit. Je vais vous aider à nettoyer, pardonnez-moi. La femme regarda Étienne dans les yeux, rompant son étude détaillée d'Aurore. Le vétéran eut la sensation d'être tombé face à un cobra royal. 2 sarmates baraqués en costume et lunettes noires sortirent d'une alcôve, mais elle les arrêta d'un geste sec de la main. Elle lui répondit dans un francien teinté d'un léger accent albinois. « Vous l'avez fait exprès, n'est-ce pas ?» Étienne restera figé quelques secondes, se demandant s'il ne devait pas se jeter dans la gueule du loup. Mais mieux valait que la femme se concentre sur lui que sur Aurore. Il déglutit. Se détourner d'un cobra était le meilleur moyen de se faire mordre. Maintenant qu'il y était, il ne pouvait plus se dérober, d'autant qu'elle l'avait percé à jour. Foutue thaumaturge. Est-ce qu'elle pouvait lire dans les pensées elle aussi ? Mieux ne valait pas nier l'évidence. Ouais, désolé. Je cherchais juste un moyen de vous aborder et j'ai un peu paniqué. Vous m'en voulez pas trop ? Elle redressa son long cou altier. Un prédateur face à sa proie. Une seconde passa. Vous venez de gâcher un costume lucanien hors de prix. Vous devez donc être un individu très courageux ou particulièrement stupide. Elle lui tendit une main à baiser. Dark, Iris Dark, de Marshall Carter and Dark. Et vous-même ? Alors qu'il inclinait la tête pour galamment baiser la main, Étienne retint un rictus. N'étaient-ce pas là ces gens excessivement dangereux qu'Aurore avait particulièrement craint de rencontrer ? D'un côté, l'interruption de son examen avait peut-être évité le pire. De l'autre, il se retrouvait à présent dans le collimateur. Gravier, Émile Gravier. Il se souvient d'un Émile Gravier à la maternelle. Il lui avait volé son goûter plus d'une fois. « Désolé, Émile », faisant mine d'afficher un flegme tout classieux qu'il avait lu dans divers romans d'espionnage, il poursuivra. On raconte bien des choses autour de votre organisation, mais je ne m'attendais pas à y trouver, parmi tout l'exotisme qu'on lui vante, autant de majesté. Je vous en prie. Permettez-moi de vous accompagner pour vous débarbouiller. Mon approche était peut-être assez maladroite, mais je ne voudrais pas en plus vous imposer l'effort de la rattraper. Je peux me débrouiller toute seule, mais je vous en prie. Allez donc nous choisir un cocktail au bar. Vous avez perdu le vôtre. Elle tourna les talons pour se diriger vers les toilettes, faisant un signe de tête à ses gorilles qui encadraient déjà Étienne. Je crois que j'aurais pu trouver tout seul, les gars, merci. Dira Étienne avec un rictus faussement dégagé. Il avisera la table. Aurore s'était carapatée. Il souffla de soulagement. Il ne restait plus qu'à s'éclipser, mais il pouvait toujours en profiter pour grappiller des informations. Cette Iris Dark n'avait pas l'air d'être la personne à qui on pouvait impunément mentir. Se dirigeant vers le bar, il demandera au garde du corps « Je vous offre quelque chose, les gars ? Du kvass ?» Les 2 sarmates se regardèrent et hochèrent la tête de concert. D'un geste poli, mais ferme, ils firent s'asseoir Étienne sur l'un des tabourets design et prirent les 2 sièges à côté. Le barman arriva pressamment pour prendre la commande. Du coin de l'œil, Étienne vit que le comte s'était éclipsé à son tour. « Du kvass pour ces messieurs. Et qu'est-ce qu'elle aime, votre patronne ?» Les gardes du corps haussèrent les épaules.
Ok, sympa. Je suis étonné de voir que votre patronne a besoin de garde pour ce genre de soirée. Y a des raisons pour se sentir en danger à Visby? Les milliardaires craignent les millionnaires qui rôdent? C'est gueux. C'est pour cogner les maladroits dans ton genre qui lui renversent des verres dessus. Et les journalistes. Mademoiselle Dark aime pas les journalistes. Tu as de la chance de ne pas être journaliste. Elle n'a pas vraiment besoin de nous pour se défendre. Alors, mon coco, je tiens à te dire que je suis pas maladroit puisque je l'ai fait exprès. Et pour le moment, elle ne vous a pas dit de me cogner. Ta! Ha! Sans penser quoi de ça? C'est bon signe? J'ai mes chances, à votre avis? Peut-être. D'habitude, elle préfère les blondes aux yeux bleus. Oh! C'était une excellente nouvelle, se réjouira intérieurement Étienne. Il avait là le prétexte parfait pour s'éclipser en se faisant éconduire. Je savais pas, bon, je vais peut-être pas la déranger alors si je suis pas son type. D'un geste ferme, le gros bras fit asseoir Étienne sur sa chaise. Ça, c'est Mademoiselle Dark qui le décidera. D'un claquement de talons, Dark était de retour, prenant place à côté du vétéran, son sbire se levant par réflexe pour lui laisser sa place. Eh bien, vous n'avez rien pris? Fronçant les sourcils, en ayant la confirmation qu'il ne pouvait pas déambuler comme il le voulait, Étienne n'aura pas le temps de protester et balbutiera, un peu pris de court. Hein, quoi? Enfin, je veux dire, non, je me suis dit que j'avais peut-être déjà assez bu pour ce soir. Hein. Désolé encore, je sais pas vraiment pourquoi j'ai fait ça. Dans les vapofilms, les rencontres se font toujours un peu comme ça, vous savez. Hein. Enfin bon, vous me direz, dans les vapofilms, il n'y a pas de garde du corps. Mais bon, c'est la touche du calmar, je suppose. Les yeux de vipère d'Iris Dark se figèrent dans ceux d'Étienne. Ce dernier sentit ses membres s'engourdir, le vissant sur sa chaise, alors qu'une crampe soudaine lui paralysait les jambes. Qui était la charmante femme à vos côtés tout à l'heure? Vous étiez assis près d'elle. Une magnifique femme aux yeux d'azur. Le vétéran ne savait pas s'il était vraiment en train de paniquer ou bien si c'était cette sorcière qui était en train de le faire cuire à petit feu. Il déglutira, se forçant à conserver son sang-froid. Il avait été entraîné à ça, à garder sa peur au fond de lui, à résister aux interrogatoires. Malgré la douleur latente, il expirera un sourire maladroit, un rien provocateur. Non, vous savez, moi je renverse mon cocktail sur des inconnus, alors m'asseoir à côté de... Pressentant qu'il allait frôler l'arrêt cardiaque incessamment, il lèvera, du moins, essaiera, de mollement lever les mains. Humour, ouais, j'ai essayé de l'aborder. Mais elle était avec un type et ils avaient une conversation terriblement ennuyante du reste, alors je me suis éclipsé et puis je vous ai vu, vous êtes tellement... Il se racla la gorge en secouant légèrement la tête, essayant de reprendre un peu de lucidité. Étienne soupçonnait que la thaumaturge avait des moyens de démêler le vrai du faux. Aussi, espérait-il qu'en mettant un peu de vérité dans son discours, il noierait le poisson. Iris fronça les sourcils. Vous vous asseyez souvent aux côtés d'inconnus, monsieur Gravier. Vous êtes donc une sorte de quoi? Séducteur itinérant? Pire, ma chère, un chercheur d'or. La voix d'Aurore fit tourner la tête d'Iris et son charme sur Étienne se rompit instantanément. Les deux femmes se jaugèrent l'une l'autre. De l'électricité statique fit se dresser les poils sur le bras et la nuque d'Étienne. Madame, je n'ai pas le plaisir de vous connaître. Plaisir coupable. Mademoiselle Dark, votre réputation vous précède. Ce brave homme n'était donc pas avec vous? Ah si, c'est mon chauffeur. Mon garde du corps aussi. Il est bien fait de sa personne, mais c'est un vrai coureur de jupons. Il est intenable. Ah bon? Amusant. Mais voilà qui est fâcheux. Retrouvant une mobilité rassurante et un battement de cœur normal, Étienne froncera toutefois les sourcils en apercevant Aurore s'adresser à Iris. C'était précisément pour éviter ça qu'il s'était mis dans cette situation. Il n'allait toutefois pas se plaindre de respirer normalement. Il bredouillera un peu piteusement. Il me semblait que vous aviez plus besoin de moi, madame la baronne, alors j'ai cru bon de vous laisser tranquille avec monsieur le comte. Eh bien, tu avais tort. Il est l'heure d'y aller. Elle fit un signe de tête vers Étienne. Iris observa Aurore qui détourna le regard. Au plaisir de vous revoir à un moment plus propice. Oh, j'espère que nous nous recroiserons très vite, baronne. Étienne se redressera avec empressement, bien content de s'éloigner de cette malade. C'est toutefois soucieux qu'il confiera à Aurore une fois éloignée. Tu n'aurais pas dû intervenir, c'est après toi qu'elle en a. Un peu raide, Aurore le poussa vers la sortie. Je sais, mais elle était sur le point de te coller un anévrisme. Ah,
Étienne avait l'impression d'être un enfant qu'on réprimandait parce qu'il était allé jouer sur le bord de la route et qu'un vapocamion avait failli le percuter. Je pensais pas que cette dingue irait me faire ça au milieu de la soirée, je suis désolé. Je voulais juste détourner son attention, mais je crois que... Bon, bah ça a été tout l'inverse en fait. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Elle m'a prise au dépourvu. Tu m'as donné le temps nécessaire pour me préparer et me blinder pour la confronter. Elle dégage suffisamment de kilocapsters pour alimenter une petite ville. Elle leva le bras pour arrêter un vapotaxi et monta dedans sans perdre plus de temps. Putain. C'était Iris fucking Dark. Se remettant peu à peu de ses émotions, Étienne se posera dans le véhicule en poussant un lourd soupir. Quelle drôle de soirée, qui aurait pu nettement moins bien finir. Si on avait un doute après l'avoir rencontrée, il suffit de connaître son nom pour savoir que c'est une salope. Je crois qu'elle a... reniflé quelque chose. Elle voulait savoir qui tu étais. Oui, j'imagine. Si la moitié de ce que l'on dit sur elle est vrai, elle a dû me renifler, comme tu dis. Je pense que je l'ai intriguée. Mais elle ne peut pas faire n'importe quoi à Visby. Par contre, il faudra faire attention si on est amené à sortir de la ville. Elle poussa un soupir en retirant ses talons. Bon, au moins, on a l'adresse de notre cible. Pas faire n'importe quoi, mais elle allait... Étienne baissera d'un ton en réalisant que les chauffeurs avaient des oreilles. Elle allait pas être très chouette. Elle est au milieu de la soirée avec plein de témoins. Mais de quelle cible tu parles? Et quelle adresse? Michel Simons, Saphir, le bouquin qui tue des juifs, tout ça. Tu te souviens? Heureusement que je suis le cerveau du groupe et toi les muscles. Elle désigna le chauffeur de taxi. Ne t'en fais pas, il ne nous entend pas. Elle revint vers Étienne et posa sa tête sur son épaule. Tu aurais fait un malaise, un employé serait venu te prodiguer des soins, mais hélas, trop tard. Elle aurait ensuite, je sais pas, bu ton sang pour savoir tout sur ta vie, ton œuvre. Enfin. Dans ta poche, tu as le badge d'accès au penthouse de Simons. Il se désactivera demain à 6h du matin. Réceptionnant la carte, Étienne fera la moue, avisant Aurore qui se perchait sur son épaule d'un haussement de sourcils circonspect. Ce que je voulais dire, madame le cerveau du groupe, c'est comment tu as eu ces informations aussi vite? Mais tu sais quoi, je préfère ne pas savoir. Attends, quoi? Boire mon sang? Ah, d'accord, mais en fait tout va bien. Bon, arrêtons de parler de cette dingue. Quelque chose me dit qu'on entendra encore parler d'elle. 6h du mat, ça fait court. Je suppose qu'on y va maintenant? On en a parlé à table, Célé, mais tu as complètement lâché la conversation entre le plat et le fromage. Et sinon, non, on rentre à l'hôtel, on attend 1 heure pour être sûr de ne pas être suivi, on se change et on se prépare pour un casse. Un casse? Étienne avait peut-être pensé un peu trop vite que la soirée aurait pu finir plus mal. Ouais, ça peut pas être pire que tes conversations avec ce type. Aurore émit un raclement de gorge en guise de rire. On ne vient pas pour le tuer. Ce con est sûrement juste un intermédiaire, on vient récupérer le livre. Discrètement, si possible. On s'infiltre, on s'empare du machin, on rentre à l'hôtel, on finit cette bouteille et demain on prend le bateau. Bim, emballé, c'est pesé. Ça ne va pas se passer comme ça. C'est ça? Ah bah oui, bien sûr, parce que forcément, quand tu possèdes un livre tueur invocateur de démons depuis 50 ans, tu le gardes chez toi pour caler le pied de la commode, c'est bien connu. Si on trouve ce bouquin sagement rangé chez lui, je divorce dès notre retour. Franchement, il n'y a pas moyen qu'on trouve le bouquin chez lui. Il a dû le confier à son groupe qui doit le garder dans un coin pour attendre une occasion propice. Ce qui est d'ailleurs bizarre, parce qu'ils en ont eu des occasions propices toutes les années. Mais enfin bref, on trouvera pas le bouquin là-bas, à moins d'avoir une chance de cocu. Par contre, on trouvera Michel. Il faudra lui poser 2 ou 3 questions. Peut-être. Posséder un livre maudit du cul et l'utiliser sont 2 choses différentes. Donc quoi? On s'infiltre chez lui en pleine nuit, on lui fait la peur de sa vie, on l'interroge et on le jette par la fenêtre? Si je devais posséder un livre maudit, mais vraiment maudit, le dernier endroit où je le garderais, ça serait chez moi en tout cas. Beaucoup trop dangereux, n'importe quel cambrioleur pourrait le piquer déjà, et puis ensuite, c'est un livre maudit. Tu sais quand même l'influence que ça peut avoir, il faut le mettre à l'écart si tu veux le garder. J'ai pas envie de l'avoir constamment sous les yeux chaque fois que je me fais des tartines le matin. Il se passera une main sur le menton, prenant le temps de réfléchir. Faut voir, s'il est seul ou non. Ça me dérange pas de buter ce type pour couvrir nos traces, d'autant que personne peut faire lien avec le bouquin, puisque cette histoire dure depuis des décennies. Mais s'il a une famille à la maison ou des employés, je veux pas qu'on les touche, ils sont pour rien dans l'affaire. Dans le doute, vaut mieux rester discret. Discret, c'est mon 2e prénom.